Salut! Bienvenue pour une nouvelle mise au point, ça faisait quelques temps, afin de fêter un peu cette année 2024 à venir, faire rapidement le bilan sur l'année 2023 et dire un peu ce que vous aurez, ce que vous n'aurez pas. Cette chaîne n'est pas partie pour se clore tout de suite, je pense que je vais aller jusqu'au bout de l'année 2024 et très certainement je vais poursuivre en 2025. Néanmoins, il y a très certainement des ralentissements, j'arrête pas de dire ça à chaque fois. Non, c'est pas vraiment des ralentissements, il va y avoir quelques clôtures. Certains achèvements ont été atteints cette année. J'ai terminé pour l'instant, en tout cas, les Total Splash, c'était le dernier HS, et c'est un petit peu la fin des réacs régulières. Et donc, autant pointer un petit peu ce qui se fera moins, ce qui se fera autant, ce qui se fera plus, etc. Donc ouais, les Total Splash reprendront quand je m'en sentirai. Bon, déjà, il faut que la saison 7 sorte, c'est évident, c'est sûr. Mais même là, il va y avoir une période de latence, j'en ai déjà parlé. Je pense, sauf cas exceptionnel, que ça devrait se faire. Je ne sais pas quand, mais ça se fera. Les HS, oui, c'est clair et net, il n'y en aura plus. Je ne vais même pas essayer de flouer là-dessus en disant « Ah tiens, je pourrais peut-être aller du 55 bis avec Kung Fu Panda 2 ou un truc comme ça. » Non, j'arrête. Il y a des gens qui m'ont demandé « Ah, pourquoi t'as pas fait Bartok le Magnifique pour un peu clore le truc? T'as commencé sur Anastasia, ça serait un peu marrant de terminer sur Bartok le Magnifique. » J'ai essayé de regarder un petit peu, ça aurait pas été super drôle que ça, ta clé en fait. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui sont fans de ce film. Moi, personnellement, je suis pas entré dedans et c'était pas le plus inspirant. Donc, de terminer sur déjà 5 films qui ont été un petit peu sélectionnés par les gens, histoire de faire plaisir, Kung Fu Panda, mon film animé préféré hors Disney, c'était plutôt de mise, je trouve. Ça collait plutôt bien. Donc, voilà, ça c'est la fin de HS. J'ai envie, étant donné que je sais pertinemment que je vais plus avoir autant le temps de faire de choses qu'avant, de me centrer majoritairement, presque exclusivement maintenant, sur le thème de la chaîne de départ, c'est-à-dire Disney et l'animation, et avec tous ces à côté que j'ai fait, et notamment les HS, mais d'autres, j'ai senti que je perdais un petit peu ce qui faisait l'âme de ma chaîne, entre guillemets, et à une époque où plus ça va, moins les gens accroche à Disney. Disney se fait vilipender de plus en plus par le grand public, par les critiques. J'estime que pour certains cas, c'est à raison, pour d'autres, pas vraiment. C'est pas plus mal d'appuyer, d'afficher clairement que pour moi, même s'il y a des hauts et des bas, Disney reste un studio de cœur dans sa création animée. Une fois de plus, que ce soit bien clair, dans tout le reste, pas tant que ça, mais dans la création animée, ça reste un studio de cœur. Et c'est important quand même de savoir se recentrer là-dessus. Je sais que je vais en faire moins, donc tant qu'à faire, autant se recentrer sur ce que je peux faire. Ce qui fait que, ouais, ça va grandement ralentir les caser autour de thèmes plus souvent Disney qu'autre chose. J'ai essayé un petit peu de faire ça sur la fin. Je vais essayer de faire ça davantage. Et puis bon, je commence un petit peu à manquer d'idées et de temps. Voilà, le boulot m'accapare de plus en plus. Je commence à être un petit peu pris sous le poids de ce que j'ai à faire. Et ça va déjà être difficile de faire ce que je me suis un peu promis de faire par la suite. C'est-à-dire un Disney film par mois. J'ai encore le matériel pour faire ça, je pense, jusqu'à fin 2024. Ce sera peut-être plus difficile à partir de 2025, mais je pense que jusqu'à fin 2024, je dois avoir suffisamment de matériel disponible pour pouvoir encore faire des vidéos mensuelles sur des propriétés animées Disney. Autour des jeux vidéo aussi, quoi. Il y a 2-3 trucs. Ça va être aussi l'année 2024, je pense, la dernière tentative de voir si ça attire les gens, si ça parle ou si c'est juste des vidéos moins intéressantes pour les gens globalement. C'est clair. Ça, on verra bien. Donc, il y a 2-3 tentatives qui se feront cette année et après, peut-être que ce sera la fin. Nous verrons bien. Et évidemment, pour ceux qui auraient suivi les 2 dernières vidéos de décembre, il y a quelque chose qui a été lancé, quelque chose qui est un peu sur le point d'être
presque arrêté. J'exagère un petit peu le trait, je pense que je vais un tout petit peu continuer, mais ouais, va y avoir la 100e des top retours. On a fait 99. Je vais clore les top retours personnalisés. Il n'y aura plus de top retours spécial Tipeee à partir de cette année. Petit à petit, je sens que la page Tipeee va se vider de plus en plus. À partir du moment où j'arrêterai de produire des Disneyfiles de façon mensuelle, là aussi, il va y avoir la contrepartie à 5 € que je vais virer, parce que voilà, si je peux pas donner vos noms tous les mois, je vois pas l'intérêt de vous proposer de mettre vos noms à la fin d'une vidéo par exemple. Ce genre de choses. Et ouais, je pense que je vais faire une grosse 100e. J'ai une idée de ce que je peux faire pour le 100e top retour. Et après, ça va être très espacé. Hein. Ce sera quand je m'en sentirai. Si vraiment il y a des gens qui en ont envie, il faut le manifester un petit peu pour certaines critiques. Si vous avez vraiment envie que je fasse un top retour là-dessus parce que vous trouvez qu'il y a des manques, des choses à rajouter spécifiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire de certaines critiques Disneyfiles déjà faites ou qui seront à faire. Voilà. Peut-être que ça m'inspirera, ça me poussera un petit peu, mais il y en aura moins, c'est sûr. Et sinon, bon, le truc le plus important, je pense, pour vous, c'est l'avènement d'une nouvelle série à la Totally Splash, Herculog et Gravity Flows, c'est-à-dire les Glargoyles. Titre à redéfinir peut-être. C'est le mieux que j'ai trouvé qui fasse jeu de mots avec le titre original, Gargoyles. Et si vous avez des idées, d'ailleurs pour le titre, n'hésitez pas. Mais ouais... C'était déjà un gros morceau à sortir à la première vidéo puisque c'était 5 épisodes. L'intro c'est 5 épisodes. Fort heureusement le reste sera un petit peu moins chargé. Mais oui, Gargoyles, ça va être la série que je vais traiter en critique détaillée à partir de maintenant. Ce sera moins fréquent que ce que j'ai fait pour Totally Splash. J'ai envie de dire... Je pense même pas faire un toutes les 2 semaines. C'est le minimum que je me fixe, au moins un par mois en plus de la critique Disneyfile. Et ça va être les 2 vidéos que je me fixerai, que j'essaierai de rendre un peu obligatoires. Au moins un Disneyfile, au moins un Glargoyles. Peut-être 2 si j'ai le temps, si je sens que j'ai le vent en poupe, mais je vous cache pas que avec tout ce que j'ai dû faire en cette fin d'année 2023, j'ai perdu une grosse partie de mon avance. Donc, c'est pas impossible que pendant un certain temps, vous ayez juste un Disneyfile et un Glargoyles. On verra un petit peu si ça se goupille bien par la suite, si j'arrive à mieux gérer mon temps. Ça dépendra aussi de la durée des Disneyfiles en question qui tomberont. Mais oui, ça va être le nouveau sujet. Et évidemment, comme pour Gravity Flows, étant donné qu'on a affaire à une série qui quand même globalement est plutôt bonne, c'est clair et net, ça va être un petit peu moins de la formule gag facile et j'essaierai de faire de la critique un petit peu poussée des thématiques et de certains éléments un peu intéressants qui sont mis en place dans certains épisodes. Il y a pas mal d'épisodes qui valent le coup d'être un petit peu analysés par rapport à ce qu'ils racontent et leurs thématiques. Alors que... Totally Spice et Hercule, la série, clairement pas. Mais ça fait du bien d'alterner un petit peu entre des séries qui sont vraiment faciles à taper dessus et des séries plus profondes. Gargoyles est clairement dans ce cas-là, Gravity Flows était également dans ce cas-là, Gravity Falls, excusez-moi. Même si Gravity Falls, j'avais quand même un petit challenge que je me suis donné à Gargoyles. J'ai découvert aussi pleinement reçu que Totally Splash parce que voilà, ce sera pas aussi drôle, facile que ça l'a été, mais j'espère que ça plaira quand même. Peut-être le gros morceau donc qui sera lancé durant cette année. Et je pense que si je joue plutôt bien mes cartes, lorsque j'aurai terminé les Glargoyles, devrait y avoir suffisamment de temps écoulé pour que la saison 7 de Totally Spice ait duré un petit peu et que je puisse, je pense, me permettre de la traiter en Totally Splash, elle aussi. Mais on verra quand on y sera. Dernier point pour la suite de la chaîne, ouais, les réacs. Comme j'ai dit, j'en ferai moins. Je ne sais pas quand je vais reprendre les réacs. Je vais un petit peu voir comment je m'en sors avec le rythme de mes vidéos importantes prévues. Et si je sens que j'ai un petit peu de temps... Parce qu'en plus, les prochaines réacs vont me demander un peu plus de boulot que les réacs où c'est juste moi qui me filme, je fais un montage ultra rapide, j'essaierai de faire un peu plus d'incrustation parce que ce sera quelque chose qui ne sera pas connu par tellement de monde
Et c'est très réminiscent d'un truc que j'ai déjà fait. Je pense que ceux qui m'ont suivi en détail savent de quoi je voudrais parler sans doute. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Et oui, sinon, j'ai pas de série précise qui me viendrait en tête sur le coup. Donc je verrai au fur et à mesure ça, je verrai au fur et à mesure. Et sinon, j'ai failli oublier d'en parler, mais également les sondages, les organisations de ce type-là vont un peu ralentir. En grande partie parce que Hugo n'est plus trop disponible pour ça, pour raisons personnelles que je ne citerai pas. Et ouais, je vous cache pas que les idées sont plus trop là. Donc oui, on peut continuer un peu de façon ponctuelle les évaluations de 5 films à la suite, même si en toute sincérité, j'ai le sentiment que ça attirera un petit peu moins de monde dans la période en question. Et ouais, je me sens pas non plus de juste pointer les films qui parleront le plus aux gens comme ça, quoi. J'ai autant faire ça dans un certain ordre, quoi. Mais voilà, ça se fera par bribes. J'espère un de ces quatre arriver au bout de l'ensemble des films de Disney Animation Studios au moins. Je pense pas qu'on partira sur Pixar, je pense qu'on n'aura pas le temps, vraiment. Ça dépendra un petit peu aussi des disponibilités d'Hugo, parce que vraiment, il n'y a que lui, en tout cas pour l'instant, à moins que vous y connaissiez dans le même logiciel de sondage qui permet de faire ces évaluations, qui peut me permettre de faire ces évaluations-là. Donc ouais, il va y en avoir moins. Et pour compenser ça, je pense que plus régulièrement, déjà le remplacement qui a été créé, va y avoir des tournois. Parce que c'est simple à mettre en place, ça ne demande pas trop de temps, il n'y a pas besoin d'Hugo. Déjà, c'est un bon point, ça. Parce que bon, il n'est pas disponible. Hein. C'est pas parce que, oh mon Dieu, j'aime pas Hugo, comment se fait-il? Il n'est pas disponible, donc c'est plus pratique de pouvoir faire sans lui quand il ne peut pas. Et ouais, c'est sympa, c'est un moment sympa à passer avec les gens. Et tant qu'il y aura plusieurs personnes pour participer à ces votes-là, à ces tournois-là, bah, ça peut être très cool. D'autant plus que ça pourrait être une façon de faire dépoussiérer des vieux sondages qui ont été faits, des vieilles listes que j'ai faites moi-même dans mes Disneyfiles et autres. Donc ça peut être cool, cette nouvelle façon d'aborder le sujet. En faisant peut-être des trucs un petit peu moins longs, parce qu'à chaque fois c'était 128 candidats, 64e de finale, ça prenait du temps. On va peut-être faire un petit peu moins que ça de temps en temps. Mais ouais, ces tournois, je pense les poursuivre. Je suis presque certain qu'on va les poursuivre parce que ça connaît un succès acceptable et c'est sympathique à faire. J'essaierai de varier les participants régulièrement, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes, histoire qu'il y ait un peu de variété, tout simplement. Je connais suffisamment de gens, je pense, maintenant dans le YouTube game, à mon niveau, pour pouvoir inviter des personnes différentes régulièrement. Ça serait cool, ça. Donc, ouais, je suis un peu impatient d'en refaire quelques-uns, des tournois comme ça, en essayant non plus de pas trop rendre ça indigeste en faisant genre un tous les mois, ou tous les 2 mois ça passera je pense, mais tous les mois ça sera un petit peu trop. En tout cas, voilà le topo pour l'année 2024 à venir. J'espère que ça saura vous intéresser, même si ce sera sans doute moins fourni que les années précédentes. Bien, avant de parler d'un thème qui a été un peu difficile à trouver, parce que je ne vous cache pas que je commence à manquer cruellement d'idées pour les thèmes globaux dont parler. C'est pour ça que je fais presque plus ces vidéos mises au point aussi. J'en ai pas parlé, mais ouais, les vidéos mises au point, ça n'arrête pas de ralentir pour une bonne raison, parce que oui, je reviens rapidement sur les films que j'ai traités en Disneyfield. Et la plupart du temps, j'ai pas des masses de choses à rajouter. Et après, je parle d'un thème global, et sur le thème global, j'ai plus trop d'idées en fait. Un peu ça. J'ai un petit peu forcé cette idée là dont on va parler. Mais ouais, malgré tout, il y a eu 5 films, enfin 5 sujets qui ont été traités sur cette période où je n'ai pas fait de mise au point. On va voir ça un par un, en commençant par Il était une fois 2. Une suite que j'avais pas du tout prévue. Il fallait bien que je la traite lorsqu'elle est tombée. Et ouais. Les gens ont une impression un peu comme moi globalement. Est-ce que c'est marquant? Non, ça vaut pas le premier film. Et les gens ont tendance à être quand même plus méchants que moi parce que ce film n'est pas très bien vu, mais globalement il est passé sans avoir marqué un seul instant les esprits. Je veux dire, ah tiens, il était une fois 2,
une suite sur un concept qui, en toute sincérité, n'était pas celui qui a attiré la plupart des gens qui auraient voulu voir une suite à l'été d'une fois deux, donc voilà. C'est un peu l'impression finale qui en sort. Néanmoins, oui, ça reste un film acceptable. Et alors, je m'empire, mais c'est normal que ça n'ait pas beaucoup fait parler. Ensuite, on a eu le gros morceau de cette liste, Catwoman, que j'ai pas arrêté de retarder. Je pense que ça devait être genre le deuxième film que je voulais traiter. Mais en fait, non, on va faire quelque chose d'autre. Ah non, en fait, pas celui-là. Je vais pas arrêter de repousser, simplement parce que je savais que ce serait un assez gros morceau. Déjà, j'ai un film insupportable. C'est le pire film que j'ai jamais vu, je le pense sincèrement. D'un point de vue qualité propre. D'un point de vue irritation, il y a un peu pire pour moi. D'un point de vue qualité propre, il n'y a rien en dessous de Catwoman pour moi. Dans l'aspect technique, le scénario qui est nul à chier, les implications, on sent qu'ils n'ont pas été bien pensées, c'était atroce, atroce. Et je pense qu'il y a un point malus au fait que c'est censé être un film quand même très professionnel, quoi. Fait à Hollywood avec, certes, un réalisateur français, mais qui a du vécu, et des acteurs qui s'y connaissent, etc. Qu'on ait pu laisser passer un tel niveau d'amateurisme sur tellement de points, c'est un peu lourd pour moi. C'est ça le truc. Au-delà de ça, ça fait partie de ces films qui ont très peu de défenseurs. Il y a une personne, et je la salue un peu parce que bon, je n'ai pas répondu à son message. Je n'ai pas que ça à faire de critiquer ou de contre-argumenter tous ceux qui sont contre mon avis, quoi, qui sont pas de mon avis. Donc je tiens à saluer le courage de cette personne. De dire qu'en fait, oh, ça se regarde, c'est sympa, ça change de d'habitude, ce coup-ci ça essaie de plus terre à terre dans les enjeux, etc. Et j'aime bien, et... Ok, tant mieux pour toi. C'est quand même... T'es un cas très rare, mec. Je te jure, t'es un cas très rare. Néanmoins, ouais, je n'ai pas beaucoup plus à dire que ce que j'ai déjà dit. La plupart des gens m'ont rejoint là-dessus. Il y a énormément de critiques négatives qui ont été faites. Je n'ai fait que jeter un pavé de plus dans la mare, mais ce pavé, j'avais envie de le jeter. Ensuite, Avalonia, un film assez chiant à voir. Ça n'a pas été le plus évident à aborder pour faire un Disney-film divertissant. J'estime m'en être sorti très correctement. J'avoue, c'est assez dingue à dire, mais oui, la plupart des films Disney, Pixar qui sortent récemment, qui sont pas ultra réussis, ils sont pas ratés à un niveau divertissant en fait. Ils sont ratés à un niveau, ah ok... Je vais oublier ça dans quelques jours. En tout cas, j'oublierai ça dans quelques jours si je ne devais pas bosser en détail dessus pour faire une vidéo critique. Hein, c'est comme... en fait, j'ai l'impression de me retaper Oliver et compagnie régulièrement. En fait, on a une période Oliver et compagnie qui arrête pas de se répéter presque. J'exagère le trait, évidemment, parce que c'est pas non plus à ce niveau-là. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire ces films qui sont pas fameux, pas ultra méga inspirants, vous voyez. Et donc, j'estime qu'avec ça, j'arrive à faire des vidéos qui sont pas trop mal, quoi. J'arrive à trouver les filons pour rendre ça plutôt pas mal, en dépit du manque de matériel. Et donc, entre ça, Buzz l'éclair ou Soul, j'avoue, je me surprends à avoir fait quelque chose qui passe bien. Sinon, ouais, la plupart des gens sont assez apathiques vis-à-vis de ce film. Hein. Il existe quelques personnes qui ont essayé un peu de défendre 2-3 points, mais globalement, ça n'a pas grandement marqué, tout simplement parce que c'est un film très lisse. Je sais que j'ai tendance à répéter un peu ça, mais je pense que c'est le terme qui convient à beaucoup de films que je me suis vu récemment. C'est assez lisse. Et c'est un peu dommage. C'est un peu comme le suivant, Monstre au travail, quoi, le cas suivant, quoi. La première saison, tout du moins, parce que la saison 2, on verra, est très lisse. L'humour passe pas des masses. Les personnages, ok.
Et les résolutions, les concepts, ok, pourquoi pas. Il y a quelques idées qui auraient été bonnes s'ils avaient été mieux exploités, mais on n'en fait pas des masses. Et voilà, cette espèce d'extension de l'univers, elle laisse aucune marque, vraiment aucune marque. Je vais être moins méchant que d'autres qui disent que c'est une insulte à ce qu'était Monstres et compagnie, parce que j'estime que c'est pas tout à fait le cas, mais ouais, c'est pas ce film-là qui donne l'impression de vraiment étendre l'univers de façon satisfaisante. C'est un bonus qu'on prend comme ça et qui s'oublie vite. Et ouais, j'hésite un petit peu à faire la saison 2, mais ça dépendra un petit peu du temps que ça me demandera. Il y a énormément de gens qui arrêtent pas de me dire « ce serait bien qu'ils fassent la suite de Mémax et les nouveaux héros. Ce serait bien qu'ils fassent la suite de La Garde du Roi Lion. » J'ai pas envie pour une raison toute simple, c'est parce que je n'ai pas du tout aimé la première saison. La première saison ne m'a pas du tout accroché et je vois pas l'intérêt de faire de m'acharner sur la suite. Vous avez l'avis, l'idée de quelqu'un qui a donné sa chance à une série. J'ai pas juste vu le premier épisode et puis basta. J'ai vu toute la première saison. Une saison un petit peu longue pour Baymax et les nouveaux héros et pour la garde du Roi Lion. Et cette première saison ne m'a pas du tout convaincu pour voir la suite. C'est la faute de la série de ne pas avoir su réussir à être accrocheur dans sa première saison. Bien entendu, il y a toujours des petits trucs à régler. La première saison n'est pas forcément la meilleure et des fois il y a des améliorations à faire. Mais c'est pas des améliorations à faire. C'est juste, il n'y a rien d'agrippant. Il n'y a rien dans le concept, rien dans les idées qui me donne envie d'y revenir et me dire « Ah, si ça s'améliore, ça pourrait être mieux. » Non. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de voir la suite, c'est pour ça que j'ai pas envie de les traiter. Et la façon dont on défend un petit peu ces suites, c'est souvent déjà de la part de gens qui ont aimé la première saison. Donc vous avez déjà le biais de « Ah, la première saison m'a suffisamment plu, donc les suivantes, je les trouve meilleures. » Mais en même temps, ça part du principe que j'ai aimé au départ, ce qui n'est pas mon cas. Et il y a vraiment des concepts qu'on essaye de me vendre, je vous jure, qui donnent pas du tout envie, hein. Les concepts présentés pour la suite de la Garde du Roi Lion, ça sent le redcon de plus en plus abusé, magico-truc-muche qu'on va étirer de façon complètement grossière, avec cette espèce d'incorporation forcée du Roi Lion 2 que, je le redis, je n'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, en tout cas clairement pas dans sa continuité avec le premier film. Donc, déjà, ces approches-là me donnent pas envie du tout. Et j'ai vu quelques extraits, et il y a encore des moments complètement débiles. Les extraits autour de j'ai oublié le nom, cette espèce de blaireau, quoi. C'est pas un blaireau, je sais ce que je dis. Et ouais, c'est des extraits où c'est tout aussi con, tout aussi puéril et enfantin que ce qu'on a eu dans la saison 1. Saison 1 qui est tout à fait acceptable pour des jeunes enfants. Mais pour un adulte, je trouve que c'est nul. Je le dis clairement. Après, à nouveau, tant mieux si vous conservez votre âme d'enfant, mais c'est clairement pas ça qui va me donner envie. Et si vous voulez juste que je rajoute du vitriol par-dessus votre série chérie, ok. À insister encore, et je vais partir avec une a priori ultra négatif, et je finirai par la faire, votre série. Mais je vais lui chier dessus, et bien fort. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Je sais qu'il y en a un commentaire qui dit ouais, c'est ce qu'on veut, on veut que tu chies sur le truc. Oui, mais vraiment quoi, les fans qui veulent à tout prix que je fasse ces saisons 2 et 3. Est-ce que vous avez envie que je chie davantage sur votre série? Parce qu'en insistant comme ça, c'est ce que je vais faire, je vous jure. Enfin bref, mes excuses pour cette grosse tangente, tout ça pour en venir au fait que pourquoi j'aurais envie de voir la saison 2 de Monstres au Travail et peut-être la 3 si ça sortait, mais il me semble que la saison 2 est prévue pour être la dernière des dernières nouvelles que j'ai suivies. D'une part parce que ce sera court. Oui, 8 épisodes de 20 minutes, c'est pas pareil que 22 épisodes de 20 minutes. Hein. Il y a une différence de durée assez importante, c'est pour ça que ça pourrait valoir le coup. J'avais attendu un petit peu que la saison 2 sorte pour peut-être tout faire d'un coup, mais en même temps, je commençais à manquer un petit peu de matériel, je voulais un truc pas trop chiant pour combler entre Avalonia et le prochain Disney Film sur un film connu. Parce que oui, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire du mensuel en 2024, mais ça va être quand même un petit peu ric-rac sur les derniers mois. Il faudra voir un petit peu ce qu'on aura avant, quoi. Il y aura un petit peu ça à voir, je le ferai un petit peu au fur et à mesure. Je voulais faire ça, et oui, cette saison 2, je veux dire, aurait dû sortir
plus tôt par rapport à ce qui avait été annoncé. Et quand j'ai vu que c'était pas sorti, qu'il y avait peut-être possibilité que ça ne se fasse pas, allez, autant faire la saison 1 et je ferai celui si ça sort pas comme ça. Au moins, j'aurais traité ça tant que ce sera encore un tout petit peu chaud. Un tout petit peu. Mais voilà, si la saison 2 sort, qu'apparemment c'est prévu pour qu'elle sorte en 2024, je pense que je ferai celui pas trop longtemps après la sortie, si j'ai confirmation que c'est la dernière. Et je pense que, vu le peu d'attrait qu'il y a eu la saison 1 et le fait qu'ils ont dû un petit peu forcer pour pouvoir faire la saison 2, ça sera très certainement la dernière. Bref, voilà, on traitera ça à ce moment-là, quand j'aurai confirmation que ce sera la dernière et que ce sera la fin. Voilà. Et ouais, sinon, Kung Fu Panda, pour terminer cette année, je voulais terminer donc sur une note positive, parce que voilà, j'adore ce film, mon DreamWorks préféré, et ouais, même le dernier, le Chapeauté 2 n'a pas atteint ce niveau-là. Je pense que même il n'a pas atteint tout à fait la force de Shrek 2, même si vraiment, hein, je crois que c'est devenu mon troisième DreamWorks préféré. Le Chapeauté 2, mais Kung Fu Panda reste super cher à mon cœur, et c'était important de dire pourquoi, même si j'ai l'impression de ne pas avoir apporté grand chose de nouveau dans les arguments, pourquoi pour moi ce film mérite tellement le succès qu'il a eu, même plus. Et je suis assez content que ça ait été bien reçu, même s'il y a eu pas mal de commentaires pour dire « Ah mais c'est la fin des HS, ah non !» Désolé, vous aurez toujours des Disney films normaux, hein. Ce sera toujours un peu la créativité, mais autour vraiment de propriétés de Disney, parce que, comme je dis, je voulais me recentrer un petit peu dessus. Donc, ouais, le seul truc sur lequel j'aimerais revenir par rapport à Kung Fu Panda, c'est l'annonce de Kung Fu Panda 4, sur lequel je pense je ferai un avis à tiède lors de sa sortie, pour me faire une idée de sur cette nouvelle trilogie qu'on essaye de créer. D'après ce que j'ai compris, on veut créer une seconde trilogie par rapport à la première. On veut se la jouer Star Wars, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça vaudra? Et je suis un petit peu curieux de voir ça. Je suis un peu dubitatif, parce que je trouve qu'il y a quand même une baisse petit à petit de qualité dans la trilogie originale. J'ai un peu peur que ça continue sur cette voie-là, mais peut-être que ça me donnera tort, hein, à nouveau. Hein, le Chapeauté 1, ça promettait pas énormément pour un Chapeauté 2, et pourtant le Chapeauté 2, ça a été ce que ça a été, donc on sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont être super créatifs et super bons. À ce moment, ça pourrait être l'avènement d'une nouvelle trilogie qui m'accrochera, et je ne demande que ça, je ne demande que ça. Donc on verra. Lorsque ça sortira, une fois de plus, lorsqu'on me demande mon avis sur les trailers et les bandes annonces, je rappelle que je ne regarde pas ça. Mon impression suite à une vidéo récente de l'Ermite Moderne, que je trouve très bien, aucun problème là-dessus, concernant le self-insert. Je me suis senti très légèrement ciblé à un moment donné, puisqu'il reprend un petit peu la plainte du self-insert et pourquoi elle est viable ou pas selon les circonstances, en disant que ça devient un petit peu trop facile d'utiliser cette critique. Alors je dois avouer que j'entends pas non plus cette critique ultra souvent. Ça arrive quelquefois, et je dois avouer que ça arrive malheureusement pour des cas qui ont tendance à avoir un certain pattern, comme il le dit à la fin de sa vidéo, l'Hermione moderne, mais c'est pas non plus un truc que j'entends ultra souvent, le self-insert. J'entends beaucoup plus souvent l'argument de la Marissou, qui m'horripile de plus en plus, parce que je trouve que ça devient un petit peu le photo facile pour dire « Ah, j'aime pas ce personnage, vous ne devriez pas l'aimer, vous non plus ». C'est un petit peu chiant ça, mais ouais, l'argument de self-insert est un petit peu rare, dans le sens où c'est quelque chose, comme l'Ermite Moderne le dit, parce que je suis assez d'accord avec lui là-dessus, qui est problématique parce que ça exacerbe les problèmes. Et la raison pour laquelle donc je me suis senti un peu visé, c'est parce qu'au tout début de sa vidéo, j'avais un petit peu peur d'ailleurs que ça insiste là-dessus, il a mis en exemple illustratif alerte rouge. Je vais essayer d'éviter de gueuler plus sur alerte rouge, je vais essayer d'en faire le minimum par rapport à ça, mais ouais, j'avais un petit peu peur que
que ce soit ciblé sur moi, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de gens qui aient fait cette critique-là de self-insert sur ce film, à part moi. Et je tenais un tout petit peu à revenir là-dessus pour justifier en quoi le self-insert peut être gênant pour moi, dans le sens où c'est pas vraiment le problème de mettre de soi-même dans son œuvre, je trouve même que c'est logique, c'est comment on le fait et à quel niveau ça exacerbe les problèmes déjà présents. Et ouais, alerte rouge, j'ai un gros problème avec ce film, si c'est du self-insert ou pas, mais je tenais à l'appuyer parce qu'en faisant quelques petites recherches quand même sur la réalisatrice, je me suis rendu compte que, punaise, c'est sa vie en fait. Elle veut mettre en avant sa vie. Et certains messages que j'ai lus en commentaire m'ont confirmé ça. Tiens, cette anecdote, tu sais que c'est arrivé à la vraie réalisatrice? Tu sais que ça, c'est un truc de la réalisatrice, hein, ça parle à la réalisatrice? C'est exactement ça. Son père, c'est un super cuisinier. Sa mère a fait le coup des Tampax dans son collège, etc. Ça, c'est arrivé à la réalisatrice. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est une autobiographie déguisée qui essaye de se parer autour d'une histoire un petit peu fantastique, mais globalement, c'est une autobiographie déguisée. Et les autobiographies, c'est pas des masses mon truc. Hein, ça dépend lesquels. Je vais en parler un petit peu en détail de ça. C'est pas des masses mon truc dans le sens où, la plupart du temps, en tout cas dans le cas un peu plus moderne, j'ai le sentiment que c'est une espèce d'ode à sa propre gloire. Parler de sa vie, je trouve très souvent que ça devient très chiant, en soirée ou autre, parce que la vie des autres, eh ben, elle est pas fameuse en fait. Alors quand on raconte une anecdote pendant 30 secondes et puis qu'on passe à autre chose, voilà, ok, on parle de sa vie, comme ça permet de se relâcher un petit peu, les gens écoutent, etc. Mais quand on passe bon, 1 heure et demie à parler de sa vie et à vouloir la mettre en avant, comme quoi, regardez c'était trop horrible ce qui arrive ici, regardez c'est trop génial ci, il y a intérêt à ce que votre vie soit particulièrement passionnante. Et c'est pas le cas du tout de Alerte Rouge pour moi. La vie telle qu'on la montre de l'héroïne et le fait qu'il y ait régulièrement cette espèce d'appui que ces décisions, ces mauvaises décisions qu'elle prend ne sont pas de son fait, c'est surtout les circonstances qui l'ont amenée à prendre ces mauvaises décisions. Et au bout du compte, elle n'a pas à payer les pots cassés pour ça. Il n'y a pas de contre-coup pour ça, parce qu'au bout du compte, c'est elle qui est la victime, c'est elle qui doit faire changer les choses et c'est elle qui doit savoir s'affirmer parce qu'elle n'a rien fait de mal. On ressent clairement cette espèce d'auto-satisfaction, d'auto-congratulation du personnage. Et je trouve pas que ça rende le personnage affligeant à proprement parler, c'est surtout l'écriture autour du personnage qui est irritante. Parce que je trouve que la vie de l'héroïne, si on nommait le côté ultra magique, panda, etc., est pas passionnante du tout. Vraiment pas passionnante. Hein. Et ça me donne un petit peu cette impression de bouhou, ta vie est triste, je m'en fous, quoi. C'est un peu cette impression-là que ça me donne. Et ouais, quelqu'un me raconterait sa vie en insistant des plombes sur le fait que c'est horrible, qu'elle est trop géniale, etc. Je trouverais ça nul. Le fait de transcrire ça en film en faisant des caisses, eh ben, je trouve ça tout aussi nul. Et ça aurait été un personnage fictif, ça aurait été la même, hein, j'aurais eu le même problème, que ce soit en vrai ou pas. Mais cet aspect, ça se voit que c'est la réalisatrice qui veut raconter sa vie réelle, ses délires perso, son truc à elle, ça ne fait qu'exacerber le problème. Parce que, regardez-moi, c'est trop génial ma vie comme c'était, etc., avec tous ces détails. Regardez comme je suis trop super, comme ce qui m'est arrivé c'était horrible, comme chaque fois qu'il y avait un problème c'était pas de ma faute, et chaque truc qui pouvait être un peu problématique de mon point de vue, au bout du compte on a cet effet d'un revers de la main. Ça ne fait que appuyer le problème du personnage qui ne fait pas de concessions. Alors que dans d'autres cas, bah, je suis désolé, oui, même des personnages avec lesquels j'ai du mal, comme Mérida dans Rebelle, elle doit faire des concessions à la fin. Pas autant qu'elle le devrait, je trouve, mais elle doit faire des concessions. Et c'est un gros plus par rapport à Alerte Rouge, ça. C'est ce problème-là. Et cette
cet aspect que je voulais pointer de self-insert qui se ressent vraiment, et ben c'était pour ça, quoi. C'était pour dire que en voulant trop se mettre dans son œuvre, on la charcute un petit peu. On n'arrive pas à être moralement équilibré sur les personnages concrets, sur la situation concrète. Et ouais, c'est la même chose que de voir, je sais pas, un gamin ou quelqu'un raconter ce qui est arrivé de son point de vue et en voulant à tout prix être la victime, le gars qui n'a rien fait de mal dans l'histoire. Donc il va toujours réinterpréter les faits, dire les faits sur oui mais moi j'ai fait ci, mais il y avait toujours ça, alors que eux c'était de leur faute, etc. Il y a régulièrement ça. Tu vois énormément de dramas YouTube, par exemple, et il y a presque jamais la concession d'un camp opposé face à un autre qui va dire ah ouais, j'ai peut-être fait quelques petites erreurs là-dessus. Non, c'est toujours bon, j'ai peut-être des torts, mais au bout du compte, c'est eux le problème. Il y avait toujours ces circonstances qu'on fait que si, ça. Il n'y a jamais ce problème, cette approche de reconnaître certains torts qu'on peut avoir. Enfin, presque jamais. J'ai pas suivi tous les dramas YouTube. Je vous cache pas que je fais pas trop gaffe à ça, mais je vois pas mal de dramas YouTube et c'est toujours moi, je n'ai jamais rien à me reprocher. C'est toujours l'autre. Et c'est pareil dans l'autre sens. Moi, je n'ai jamais rien à me reprocher, c'est toujours l'autre. Et c'est exactement ça. C'est la youtubeuse qui a eu des problèmes, qui veut raconter des faits qui lui sont arrivés, et ce n'est jamais sa faute. C'est ça le truc. Et le fait que ce soit tiré de la vie d'une vraie personne, ça se ressent tellement. C'est pour ça que je voulais l'appuyer. Et avant de passer à d'autres exemples pour pimenter le thème que je voulais aborder, parce que bon, il n'y a pas que ce film-là, évidemment, je voulais rapidement revenir sur ce reproche qu'on m'a fait. Je ne comprends pas comment tu oses tacler ça, alors que déjà je le ressens pas, bah, tant mieux pour toi si tu le ressens pas. Pour moi, c'est ultra évident qu'il y ait du self-insert, hein, que la réalisatrice veut se mettre dans son film, ce personnage chez elle. D'ailleurs, il y a tellement de personnes qui me mettent ça en commentaire pour justifier des trucs, alors qu'en fait, vous ne faites que confirmer que c'est du self-insert. Je suis désolé. Hein. Ah, regarde, c'est comme ça, vraie vie. Bah, ok, c'est du self-insert. Encore plus, merci. Tu me donnes l'argument là. Je trouve ça quand même fort de café de la part de certains de mes critiques de venir me reprocher par moment de ne pas faire gaffe à l'envers du décor autour d'un film, mais lorsque je le fais, lorsque je viens appuyer que à l'extérieur du film, ça a été quand même pas mal influencé par le fait que c'est la réalisatrice qui voulait se mettre dans le personnage à tel point qu'il y a énormément de détails qui sont comme dans sa vie, et que c'est le problème, quoi, c'est ça qui aide pas le film, ça les dérange. Ça les dérange d'un côté que je ne vois pas suffisamment l'autour du film, mais quand je regarde un autour du film qui ne les arrange pas, qui ne leur plaît pas, en fait, votre problème à vous, c'est pas ma façon d'aborder les films, c'est que je n'ai pas le même avis sur ces films que vous, en fait. Voilà, vous aimez un film, je l'aime pas, alors là, je suis dans le tort. Et vous allez trouver toutes les excuses pour dire que c'est pas bien. Et je vous emmerde tellement. Tellement. Après, libre à vous de ne pas avoir vu ce problème-là. Pour moi, c'était l'un des aspects les plus irritants, évidents. Et je pense l'un des cas qui fait que j'ai été personnellement pris dans le mauvais sens du poil pour ce film-là. Mais c'est aussi pour appuyer que se mettre personnellement dans un film, dans une œuvre globalement, c'est normal. C'est normal de mettre un peu de sa personnalité, un peu de soi-même dans un récit. Parce qu'il y a toujours ce truc, on va dire, ah, à ce moment-là, tu voudrais que tout soit impersonnel. Bien entendu, je ne veux pas qu'un film soit impersonnel. Si vous avez un film qui suit juste des codes basiques, où les créateurs ne mettent pas leur personnalité, mais de juste tabler sur des formules et archétypes qui seront clairement juste pensés pour attirer les spectateurs et pas pour donner de la personnalité au film, et on se trouve avec des cas qui sont pas forcément mauvais, mais qui décolleront jamais haut. Et je pense que les plus grands films sont ceux qui savent avoir une personnalité, qui savent montrer que les auteurs, que ce soit les scénaristes, le réalisateur ou même les acteurs, savent mettre une part d'eux-mêmes dans
ses œuvres. Et ouais, je ne vais pas non plus m'appesantir là-dessus, mais je trouve qu'il y a certains films qui sont adorés par les masses et qui tombent clairement dans la catégorie assez impersonnelle. Je trouve par exemple que Super Mario Bros, désolé, mais pour moi on est clairement dans ce cas-là, est un film ultra safe, qui repose sur des formules faciles, qui n'essaye jamais d'avoir un message très profond, et au bout du compte, on a le film safe par excellence, qui a suffisamment de bons points dans l'illustration visuelle, dans l'univers que ça crée pour les références, pour être sympatoche, mais je suis désolé, vous me convaincrez pas une seule seconde que ce film est un chef-d'œuvre. Le fait qu'il y ait autant de gens qui se masturbent dessus, ça me sidère. Bref. Excusez-moi, c'était la petite parenthèse rapide. C'est important de mettre de la personnalité de soi-même dans une œuvre. Tout auteur, un temps soit peu consciencieux, met un peu de lui-même, met de ses idées, met de sa personnalité dans ses personnages, dans ses thématiques. C'est logique. C'est parfaitement logique. C'est normal. Parce que c'est ça qui permet à votre œuvre de se démarquer un tant soit peu. Et si on n'a pas ça, eh ben on va avoir des œuvres qui au mieux seront passables pour un divertissement rapide. Mais pas plus, hein, je le dis clairement. Et il y a énormément de cas où j'ai le sentiment que ça va trop loin dans le besoin d'identification malgré tout. Parce que se mettre personnellement dans son film, c'est une chose. Trop se mettre, vouloir se la jouer, regardez-moi comme je suis trop génial, et ben non, ça ne passe plus. C'est le problème que j'ai avec l'alerte rouge, et c'est le problème que j'ai avec d'autres cas. Le premier qui me vient en tête, c'est pourquoi j'ai pas mangé mon père. Enfin, ça me vient en tête dans le sens, les retours que j'en ai eu, ok. J'ai toujours pas vu, ça me donne pas envie, je vous cache pas. Mais des retours que j'en ai eu, j'ai un peu cette impression que c'est dans cette idée-là. Et il y a Jamel Debbouze qui a pris un livre au départ, une œuvre au départ, Pourquoi j'ai mangé mon père. Il a changé le titre parce qu'il a voulu un peu modifier ça à sa sauce et il s'est mis dans le personnage principal avec des tonnes de situations qui lui sont arrivées à lui en parallèle assez évident, et au bout du compte ça a l'air un petit peu d'être une sorte de film à sa gloire. Regardez, ce personnage c'est un petit peu moi, regardez, il lui arrive des trucs très similaires à moi, regardez moi comme je suis super. C'est un petit peu l'impression que ça me donne après avoir vu certaines critiques. Je le redis, c'est une impression, parce que bon, je vous cache pas que je suis pas tombé sur énormément de films qui m'ont énervé par leur style film certain. En toute sincérité, pas des masses, quoi. Je pense que Alerte Rouge, c'est le seul depuis des plombes à m'avoir vraiment donné cette sensation-là. C'est pour ça que je voulais un petit peu le signaler. Mais ouais, des retours critiques que j'en ai vus, pourquoi j'ai pas mangé mon père, a l'air de tomber totalement dans ce cas de figure-là. Dans un ordre d'idée un peu différent, également un truc que j'ai pas vu mais j'ai vu la critique et c'est un peu l'impression que ça me donne, Frank Miller. Frank Miller a l'air d'être quelqu'un très de droite, aux idées ultra conservatrices. Et grand bien lui en face, hein. Ça ne l'empêchera pas forcément de faire des histoires sympathiques, si tant est que il sait prendre le recul par rapport à ses idées et sa personnalité. Et ça se sent en particulier qu'il n'a pas su le faire lorsqu'il a fait majoritairement parler son cœur, si j'ose dire, en créant le comics Holy Terror. Je ne vais pas en parler en détail de ça, mais oui, il y a eu une traduction de la critique de Linkara à Top the Force World qui a été faite dessus. Je vous la conseille, sincèrement, parce que c'est une de ces masterclass pour moi. Mais ce comics, ou plutôt ce roman graphique, ça dépend comment vous le dites, bref, je vais dire ce comics hein, pour pas m'emmerder. Ce comics est clairement une excuse pour que Frank Miller fasse passer toutes ces impressions les plus sombres, les plus barbares en fait, qu'il a en tête après ce qui s'est passé suite aux événements du 11 septembre. Et il s'est trop lâché. Ça se sent clairement qu'il s'est trop lâché dans les messages à faire passer, la grossièreté des propos, et au bout du compte, ça devient assez nauséabond. Pas seulement parce que le gars a une politique un peu rentre-dedans, mais surtout parce qu'il a voulu totalement l'assumer et juste faire passer ça.
à travers un récit qui au bout du compte a des personnages sans intérêt, une illustration assez moche au passage, et des développements qui ne servent qu'à appuyer la thématique très grossière de son état d'esprit sur le coup, qui a peut-être changé depuis, mais voilà. Et c'est clairement le ressenti, en tout cas après avoir vu la critique de Lynn Carrey et quelques autres résumés, qui transparaît de cette œuvre-là. Il se met beaucoup trop personnellement dans cette œuvre, et en se mettant trop personnellement, en ne sachant pas prendre le recul sur ce que doit être une bonne œuvre, au-delà de ce que doit être une œuvre personnelle, et ben ça devient ça. C'est un exemple à l'extrême, je trouve, au littéraire, mais c'est, je pense, le truc à retenir. Je pense aussi que ces autres œuvres, une bonne partie en tout cas de ces autres œuvres, qui pour certaines ont été appréciées, marchent sans doute parce que malgré ces idées qui peuvent être un peu discutables autour de ça, il a su créer des histoires qui valaient le coup et qui ont plu, qui n'ont pas martelé un message trop conservateur en pleine face, juste pour faire un message conservateur. Il faut savoir à tout moment prendre le recul sur son histoire et se dire « Ok, ça me parle à moi, ça me fait plaisir à moi, mais est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra toucher les gens ou ne pas aliéner trop facilement ceux qui ne seront pas exactement comme moi ?» C'est ça le truc. Est-ce qu'on fait une œuvre juste pour les gens qui sont exactement comme nous, ou est-ce qu'on fait une œuvre pour essayer d'ouvrir ça aux gens qui ne sont pas exactement comme nous, à ceux qui pourraient peut-être mieux comprendre votre message sans avoir l'impression que c'est une espèce d'ode à une gloire d'idées personnelles ou une gloire de vie personnelle. Et je pense que c'est très important à faire. Même dans un cas d'autobiographie, je trouve qu'il faut savoir prendre le recul dans son récit. Et c'est pour ça que je ne suis pas super fan, par exemple, des biopics, globalement, en partie, parce que on va se retrouver, je trouve, forcément perdant sur un certain point. Il y a des biopics que j'aime bien, qu'on soit bien d'accord. Je ne trouve pas une seule seconde que les biopics sont intrinsèquement mauvais. Il y a toujours ce petit frein, même pour ceux que j'adore, sur le fait que, soit d'un côté, vous avez cette espèce de vision très terre à terre qui aura forcément des moments de vague, quoi. Il faut que l'histoire du personnage soit importante, il faut que la personne ait une vie super forte pour que ça marche. Donc évidemment, la plupart du temps quand on fait des biopics, on sait choisir. Quand c'est une vie chiante, c'est clair et net que il n'y a aucune chance que ça marche. Mais malgré tout, il y aura toujours des passages à vide. C'est clair et net qu'il n'y a pas toujours que des moments qui sont ultra prenants et impactants. Il y aura toujours ces moments-là où tu sentiras que c'est pas super prenant. Soit, et on essaye d'éviter ça, mais à côté on fait l'écueil de romancer ça de façon un peu ridicule et qui te fait dire, bah non, c'est pas ça en fait. Vous essayez de manipuler. La manipulation se ressent tellement parce qu'on sait que c'est un biopic, c'est censé être la vie d'une vraie personne. Et tout d'un coup, vous nous faites cette version hollywoodienne des faits dans la mise en scène ou même dans la narration globale, dans l'écriture globale, qui donne l'impression clairement qu'on est manipulé et ça nous sort du principe. En tout cas, c'est ce que je ressens. Dans le cas où on essaie de rester un peu trop fidèle à la personne, il y aura toujours ces moments où on sent que, ben, regardez comme l'histoire est intéressante de ce personnage, regardez comme c'est super. Et au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir cette espèce de recul lorsque on essaie clairement de romancer une histoire autour de quelqu'un qui a vraiment existé? Est-ce que ce recul est présent? Et ça ne marche que pour un documentaire pour moi, mais lorsqu'on essaye de faire un film biopic là-dessus, il y a cette perte, il y a soit cette exagération du personnage pour ce qui était, soit il va y avoir cette période de flottement qui n'aidera pas à une fiction, tout simplement. Donc, la période de flottement, c'est pas exactement ce qui correspond à la critique globale que je veux faire, mon thème global, mais le fait que de vouloir romancer à outrance, ben, on s'attend un peu dans le thème global. Ça devient trop dans le personnel, dans le besoin de mettre en avant la personne et de romancer son truc.
C'est un petit peu ça qui me tombe un petit peu de ce genre de film. Même si je le redis une fois de plus, il y en a que j'aime beaucoup. La liste de Schindler, j'aime beaucoup ce film. Il y a les petits problèmes dans la caractérisation de certains pans de sa vie où on sent que ça a été tellement survolé parce que c'était chiant, comme le fait que sa femme, en fait, il s'occupe pas bien d'elle, mais un peu oui, mais en fait non. Ça se sent clairement que Schindler, sa vie amoureuse était chiante et pas intéressante. Et donc on a tellement survolé ce truc, ça fait tellement tâche, je trouve, par rapport à la fiction qui essaye de se dérouler, même si c'est important par rapport au fait que c'est censé être quelque chose qui s'est passé en vrai, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement compliqué ça. Et il y a le passage que je trouve super fort à la toute fin du film, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça en vrai? À la toute fin lorsqu'il part, et sa fameuse réplique très connue, tout ça, c'est très difficile, vous voyez. Et ouais, j'adore Persepolis aussi, c'est un biopic autour d'une autobiographie, donc très fort à ce niveau-là, et une autobiographie qui vaut largement plus que celle de Alerte Rouge, parce que c'est une personne qui a vécu quelque chose de très particulier, et qui permet d'avoir un point de vue approfondi sur deux cultures, et la grosse différence culturelle qui va avec dans des périodes un peu troubles, ce qui est largement plus que l'approche culturelle autour de l'héroïne de Alerte Rouge, une fois de plus, qui fait ultra basique pour moi, mais vraiment super basique. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de trouver que ça termine un peu en queue de poisson, parce que, voilà, quoi, c'est une vraie personne, elle continue de vivre à Pessah, et la vie continue, c'est pas comme ça que ça se termine en vrai, une histoire fantastique, une histoire de fiction à la hollywoodienne. Donc évidemment que la fin, elle fait un petit peu, elle laisse sur sa fin. Je sais que c'est un peu facile, mais bon. Et je dis ça alors que c'est peut-être mon second biopic préféré, ou mon biopic préféré tout court, c'est difficile à dire en fait. J'hésite entre les deux, entre ça et la liste de Schindler, c'est peut-être mes deux biopics préférés. C'est juste pour appuyer que, en dépit du fait que je les adore, j'adore ces films. Hein. Venez pas me faire dire une seule seconde ce que j'ai pas dit. Hein. C'est des très bons films. Hein. Je peux pas m'empêcher d'avoir ce petit frein à cause de ça. Et c'est un peu gênant, pour moi, c'est un petit peu gênant. Et tout ça pour dire que voilà, cette tangente qui est un tout petit peu en lien avec le fait que mettre une personne réelle, mettre de sa personne réelle dans une histoire, c'est toujours important. Trop le faire, ne pas savoir prendre de recul par rapport à ça, il y aura toujours, après coup, un arrière-goût de on nous manipule, c'est clairement pas ce que je devrais ressentir dans une fiction. Et c'est ça le problème, c'est la différence entre fiction et documentaire. Vous voulez faire quelque chose qui fasse vrai, qui mette en avant votre vie, il faut que vous fassiez un documentaire neutre là-dessus. Si vous faites un documentaire neutre là-dessus, moi je respecterai à fond. C'est pas mon style de prédilection, je tiens à l'avouer, mais je respecterai à fond ça et j'aurai rien à redire dessus. Absolument rien à redire dessus. Mais maintenant que vous adaptez ça en fiction, vous essayez de romancer ça totalement, je vais avoir des choses à redire dessus. C'est clair et net. Parce que ici, il y a un recul, il y a vraiment un recul à mettre en place qui est pas forcément simple à trouver. Et lorsque vous vous mettez trop en avant, lorsque vous n'arrivez pas à vous restreindre, il y a des problèmes. Il y a des cas de self-insert, mais ça peut aussi être des idées trop fortes qui en deviennent étouffantes et un petit peu ennuyeuses. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà un petit peu le thème que j'avais, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo est assez longue, punaise, je m'attendais pas à ce que ça passe autant de temps dessus. À très bientôt, je sais pas quand pour la prochaine mise au point. En attendant, il y a toujours les Disneyfiles et les Gargoyles, une fois de plus, on verra, peut-être le titre changera, qui tomberont régulièrement dans cette année à venir. Je vous souhaite une bonne année 2024. Bye!